je suis tech lead à PAM et ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui passionne un peu moins les foules que les dernières releases de React Native. C'est les warnings dans les tests. Donc, quand je parle des warnings, je parle de ce genre de choses que vous avez peut-être déjà vu si vous faites des tests avec React Native Testing Library notamment sur votre code base. Et donc, moi, en fait, le constat que j'ai eu, c'est que il y a quelques années, tous les projets sur lesquels je passais, on avait le même genre de truc dès qu'on lançait les tests, une pile de console error et de console warn dans la console, et il y avait littéralement personne qui bougeait le petit doigt pour aller se dire qu'est-ce que c'est que ça, peut-être qu'il faudrait qu'on le corrige, mais bon, en fait, on n'a pas le temps, il faut qu'on envoie la feature. Et en fait, c'est partout sur tous les projets comme ça. Et bon, on ne va pas changer parce que jusqu'ici, ça ne nous a pas posé de problème. Et en fait, un jour, je me suis dit, bon, ben, OK, on va corriger tous les warnings sur la code base. Donc, j'ai voulu faire ça sur un projet où j'étais, où il y avait 15 développeurs et une base de test assez conséquente. Et ça a été une expérience de ouf. J'ai appris plein de trucs. Et aujourd'hui, je suis convaincu que, bon, déjà, c'est pas si coûteux que ça et ça se fait très bien. Et vraiment, c'est ultra intéressant. Et du coup, ce soir, j'essaie de vous convaincre que c'est un sujet digne d'intérêt. Et pour plusieurs raisons. Donc effectivement, on peut se dire, bon, déjà, c'est que des warnings. Donc déjà, les warnings, de manière générale, c'est quelque chose qu'on a tendance à ignorer. Et en plus, c'est dans les tests. Alors vraiment, c'est le cadet de nos soucis. Et pourtant, c'est assez intéressant. La première chose, c'est que les warnings, ça appelle les warnings. Et plus généralement, ça appelle la dette technique. En fait, si on a des warnings dans notre code, plus on s'y habitue, plus on les voit plus. Si tous vos fichiers ils sont jaunes avec des warnings ESLint dans tous les sens, vous n'allez plus passer dessus. Des dépendances pas exhaustives dans les use effects, pas de problème. Et les warnings dans les tests, c'est encore pire parce qu'en plus, on n'a même pas le compte. On en rajoute un, on fait même pas gaffe. C'est pas quelque chose qu'on voit à la review. Donc, c'est méga transparent. C'est hyper facile de les ignorer. Et en fait, au-delà de rajouter des warnings, ça met un peu cette... en fait, la code base, elle va dire je ne suis pas en bon état. Et en fait, elle va se dégrader toute seule. C'est comme un appartement. Dès que ça commence un peu à être sale, ça va très vite. Si vous ne rangez pas vos affaires, ça va très vite. Et ben, les warnings, ça va faire tout plein de saletés dans votre code base et ça va vite dégénérer. Donc, en fait, il faut y faire très attention. C'est assez vicieux. La deuxième chose, c'est que vraiment, on apprend plein de choses en faisant des warnings. Et vraiment, c'est une chance d'avoir ce truc qui nous dit mec, il y a ce truc-là que tu fais mal. Et vraiment, je te le dis, essaie de le corriger, quoi. D'habitude, en dev, c'est hyper dur de savoir ce qu'on fait bien ou pas. Si on prend des décisions d'archi, en fait, il n'y a qu'un an plus tard qu'on se rend compte ah ouais, là, on a déconné. Et là, en fait, avec les warnings, on a un feedback immédiat qui nous dit OK, il y a ça que tu fais mal et que tu peux améliorer. Et vraiment, pour avoir fait l'expérience du coup d'essayer de corriger les warnings dans les tests, on a appris plein de choses. Et en soi, si vous avez peut-être fait un travail similaire avec des warnings ESLint, vous savez qu'il y en a qui sont assez intéressants. C'est vraiment une expérience de ouf que je recommande chaudement. Et il y a une dernière chose qui est un peu sous-estimée, je pense, c'est que en fait, quand on lance les tests et qu'il y a des warnings partout, juste on n'a pas envie d'écrire des tests, quoi. Enfin, tu te lances ton truc, c'est moche, et en fait, quand tu lances les trucs et que tout est vert dans la console, c'est extrêmement plaisant. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Et du coup, et en plus, le fait que, OK, j'écris des tests, mais il y a ce warning que je ne comprends pas. En fait, le seul fait qu'on vive avec une incompréhension face au système qu'on utilise et tout, ça ne donne pas envie d'apprendre à le maîtriser, d'apprendre à s'améliorer. Et en fait, on peut vite arriver dans une situation où l'équipe a une attitude hyper passive face au test. Je fais mon ticket, bon, je fais un test parce que sinon ma PR ne va pas être acceptée. Le test est vert, let's go. Et en fait, je n'ai pas vérifié que si je modifiais ma feature pour la faire fail, mon test il fail. J'ai un faux positif, mais c'est pas grave. Et bon, je pense que c'est hyper intéressant de se poser la question de... Enfin, écrire des tests automatiques, je pense que c'est horrible. Donc, ça ne me viendrait jamais à l'idée d'écrire une ligne de production sans réfléchir. En fait, est-ce que ma ligne, elle sert pour mon utilisateur
Et en plus, écrire une ligne de test, ça a un coût, déjà à l'écriture et ensuite à la maintenance. Donc en fait, écrire du code sans se demander s'il est bien et comment on peut l'améliorer, alors que c'est quand même une grosse partie du code qu'on écrit, les tests. Donc je pense que c'est vraiment une réflexion hyper intéressante qu'il faut avoir. Alors en fonction des code bases, parfois on a des projets plus graves que les warnings, mais en tout cas, c'est assez symptomatique en général d'un manque d'attention, je pense, sur les tests, et c'est définitivement quelque chose qui vaut la peine d'être traité. Maintenant, la question, c'est un peu comment est-ce qu'on peut faire pour corriger les warnings quand on ne s'est jamais posé la question et qu'on est sur une code base existante. Bon, là, je vais vous étonner en vous disant qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. Il faut un peu y aller coup par coup, mais bon, je vais vous raconter un peu comment moi j'ai fait sur le projet où je l'ai fait pour la première fois. La première chose que j'ai faite, c'était de mesurer le nombre de warnings. Bon, c'est très simple. Donc là, j'avais fait un reporter jest qui checkait le nombre de console logs dans la suite de test et qui faisait un petit log à la fin du nombre de warnings et d'erreurs. Donc ça peut paraître bête, mais déjà, ça permet de suivre l'évolution dans le temps du truc. Et en fait, le problème, il est déjà vachement plus visible. Tous les devs qui vont lancer les tests, à la fin, ils vont voir, OK, bah ouais, ah, tiens, c'est marrant, maintenant, on voit le nombre de warnings et d'erreurs. Et tiens, ça a augmenté depuis la semaine dernière. Et donc ça, si on veut savoir si on est efficace ou pas et comment ça évolue, c'est déjà une première étape. Et bon, en plus, ça se fait facilement, donc pourquoi pas. Ensuite, le cœur du problème est le plus différent, c'est qu'il va falloir faire le travail pour chaque warning, de comprendre ce qu'il veut dire. Ben, si on veut savoir comment le corriger, oui, il faut comprendre ce qu'il veut dire et les classifier. Bon, en fait, on va les prioriser un peu en fonction de l'impact que ça a et le coût que ça a à corriger. Et moi, je range ces warnings en trois grandes catégories. Les premiers, c'est ceux qui sont liés à l'environnement de test. Donc, vous avez le classique Use native driver is not supported because the native animated module is missing. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, bah, ton module natif, il n'est pas là. Donc ça, c'est parce qu'on est dans un environnement Node quand on fait des tests avec React Native Testing Library. Et donc, toute la partie native, elle est absente et moquée. Du coup, ça, c'est des warnings qui, en soi, n'ont aucune valeur. En fait, on n'est pas dans un environnement de prod, donc c'est normal qu'ils soient là. Donc, ils ne sont pas du tout intéressants. Ils ne vont rien nous apprendre sur comment on teste ou sur les problèmes qu'on a dans notre code base. En revanche, ils ont le gros avantage d'être assez faciles à corriger. Essentiellement, c'est une ligne dans le setup file pour moquer la bonne partie et ça disparaît. Bon, parfois, ça nécessite un peu de recherche sur des G Suite, des Stack Overflow, mais éventuellement, on finit par trouver. Et en plus, un autre avantage, c'est que c'est la même chose sur tous les projets. Donc, une fois qu'on a corrigé un warning sur un projet comme ça, on copie notre setup file à chaque fois et on a toujours la même chose. Et en fait, c'est à partie à cause de ces warnings qui n'ont pas de valeur qu'on ne va pas regarder le reste qui sont intéressants. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressants à corriger, c'est parce que c'est du bruit qui va nous distraire et qui va nous faire, en fait, pourquoi j'irais corriger les warnings dans les tests alors que c'est juste lié à mon environnement de test? En fait, c'est parce qu'il n'y a pas que cela et qu'il y en a d'autres. Notamment, il y a des warnings qui arrivent aussi dans le vrai environnement. Donc, par exemple, si je dis un composant et que je lui passe une ref sans essayer forward ref, si j'ai des clés dupliquées, donc ça, c'est des warnings qu'on a dans la vraie vie et qui peuvent avoir un vrai impact, donc ils sont intéressants à corriger. Et en fait, les tests, l'avantage qu'ils ont là-dedans, c'est que ça permet de détecter ces trucs hyper facilement, hyper rapidement et de manière super efficace. En fait, pour la même raison qu'on écrit des tests, quoi. Ça permet aussi de détecter ces warnings-là. Et en fait, le nombre de fois où j'ai vu des problèmes, genre de clés dupliquées, parce qu'on wrappait, notre map était wrappée par un fragment et que c'est pas capté par l'inter, et en fait, ça pop direct dans les tests, en fait, on l'aurait vu si c'était pas noyé par une pile de warnings qu'on regarde jamais. Et donc, du coup, ces warnings-là, ils sont un peu plus difficiles à corriger, mais en général, il n'y en a pas des tonnes, c'est souvent les mêmes, les clés dupliquées, des forward ref, ce genre de choses. Et ils sont intéressants à corriger. Et enfin, on a les derniers, les plus compliqués, ceux qui sont directement liés au test et qui sont produits par les outils de test qu'on utilise, notamment le fameux Warning Act que vous avez tous dû déjà rencontrer, j'imagine.
Et ceux-là, ils sont assez durs à corriger, mais en revanche, ils sont extrêmement intéressants et c'est eux qui vont nous apprendre le plus de choses sur qu'est-ce qu'on fait de mal quand on teste, parce que en fait, c'est des warnings qui s'adressent vraiment sur les tests et qui sont donc directement liés à ça. Et donc, si on prend l'exemple du Warning Act, par exemple, bon, c'est très compliqué, ce sera toujours incompris parce que dans le cadre d'une application React Native, si on utilise React Native Library, le message d'erreur est pourri et pas du tout adapté et il nous pousse. Bon, je pourrais faire une conf entière là-dessus, c'est assez complexe, mais si on résume vraiment très simplement ce que ça veut dire, ou plutôt comment on doit le comprendre dans 80% des cas, 98, c'est il se passe des trucs après la fin de ton test qui vont modifier le state de ton composant que tu es en train de tester. Donc essentiellement des promises, des timers, etc. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant. Ça nous dit, déjà, il y a toute une partie que tu n'as pas testée potentiellement, si ce n'est pas couvert par d'autres tests. Il se passe des trucs après. Donc, la manière dont tu testes ton truc, ce n'est pas du tout la manière dont le verrait l'utilisateur, parce que l'utilisateur, il ne va pas quitter avant que la promise, elle est résolve. Donc, en fait, toute la philosophie de Testing Library, qui est de tester comme ton utilisateur utiliserait ton programme, tu n'es pas du tout en train de la respecter. Et en fait, c'est souvent, ensuite, on creuse un peu au cas par cas, on se rend compte que c'est un peu les problèmes d'architecture de test, où en fait, on ne teste pas au bon niveau, on veut faire tester une petite partie unitaire, on le fait sur la page qui fait 15 calls API. Enfin, il y a vraiment des tonnes d'apprentissage à tirer de ce truc. Et il y a d'autres exemples. Par exemple, on aura des problèmes si on n'utilise pas des fake timers. Enfin, bon, il y a d'autres warnings de ce type. Et en tout cas, on apprend plein de choses. Et vraiment, en fait, on peut penser qu'ils n'ont pas d'impact, mais ils ont un impact. Et vraiment, quand on apprend, je pense que moi, ça m'a vraiment aidé à concevoir des meilleurs tests, à écrire des meilleurs tests et des tests qui sont plus robustes. Et en fait, rien qu'en essayant de faire des mises à jour de Jest ou en changeant Babel pour Sucrase, en faisant un peu des dingueries comme ça, on se rend compte que c'est souvent les tests avec des warnings qui vont péter en premier. Quand on a des flaky, c'est souvent que c'est des trucs avec les warnings où il y a des trucs d'asynchrone, de timer qui ne sont pas gérés très proprement, ou alors qu'on n'a pas un setup très clean. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant de gérer ça. Bon, une fois qu'on a compris tous les warnings et classés, c'est un peu le plus dur, j'ai envie de dire. Donc la première chose, c'est virer tous les trucs de setup qui font du bruit et qui sont faciles. C'est un peu une quick win. OK, on a baissé le nombre des warnings. Et ensuite, faut faire de la formation. Ça, c'est un peu le plus dur. Faut que tout le monde comprenne comment est-ce qu'on fait pour écrire des tests. Donc là, faut prendre éventuellement des pièces, voir qu'est-ce qu'on fait mal, pourquoi est-ce qu'on fait mal, expliquer, OK, c'est comme ça que c'est censé marcher. Et puis, en fait, il faut convaincre, parce que déjà, là, j'essaie de vous convaincre, mais en général, ça ne passionne pas les gens, les warnings. Donc, il faut motiver tout le monde si vous voulez arriver à un résultat. Et ensuite, c'est la correction petit à petit. Ça dépend comment vous voulez le prioriser. Le plus tôt, le mieux, parce que plus on écrit test, plus on introduit des nouveaux warnings. Donc, le plus tôt, le plus on gagne. Et enfin, quand on a tout corrigé, ou alors si on commence un nouveau projet, on peut directement mettre en place un truc qui va faire les tests quand on a un warning. Il y a des librairies pour faire ça. Soit je considère la même chose pour les warnings ESLint sur un projet qui commence, un max warning égale 0. Alors après, il faut quand même que l'équipe soit formée avant de dire on va faire fail les tests dès qu'on a un warning, parce que si les gens, leurs tests qui fail et ne savent pas corriger les warnings, ça va être un peu chaud. Donc, commencer quand même par la formation, essayer de se maintenir à 0 et ensuite mettre un truc qui nous assure qu'on ne va jamais remonter. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de tenter l'expérience, en tout cas. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps d'apporter toutes les réponses. C'est compliqué, mais en tout cas, si vous voulez tester et que vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur Twitter, Pierre Zimmerman. Merci beaucoup. On a des questions. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un cas de figure où justement tu peux pas fixer le warning? Parce qu'en fait, en gros, toi tu mets en place un comportement que tu voudrais, mais qui est un peu déprécié de la communauté, mais que tu en as besoin potentiellement.
Alors, il va y avoir un exercice très difficile qui va être d'essayer de répéter la question pour les gens qui Ah, ne nous entendent pas. Donc, alors, il va falloir aussi, s'il y a des questions, Ok. essayer de les faire un peu plus concises. donc si je comprends, c'est tu veux faire un comportement un peu déprécié, Ouais. et du coup, il y a une librairie qui va trigger un warning, et tu veux pas l'avoir. Ok. Bon, si tu as des cas vraiment spécifiques, j'imagine que tu peux un peu tweaker l'implémentation que tu as du log dans tes tests et whitelister certains warnings si vraiment tu en as besoin. On faire en sorte qu'ils apparaissent pas et que ça ne fera pas si tu as ces warnings spécifiques. Bon, j'ai jamais rencontré de cas comme ça. Je dirais que c'est peut-être un problème qu'il faut traiter aussi. Mais en tout cas, ouais, je dirais whitelister le warning. Ouais. Pour info, dans la 71, ils viennent de supprimer la possibilité de whitelister des warnings. Ouais. Non, mais pas via React Native, mais en overriding le console log. Ouais, le concept de whitelister les warnings n'a pas plu aux gens chez Facebook. Donc, ils viennent d'interdire ça. Et Bon, c'est bah, en mode, on va vous mettre des warnings partout, mais si vous faites n'importe quoi. à juste titre. Ouais, mais des fois, il y a des archives, genre, il y a des trucs qu'on pouvait faire avant sur les anciennes versions qu'on ne peut plus faire maintenant. Je vous dis un cas de figure, par exemple, ce qu'on a rencontré là sur Native. En fait, nous, par exemple, on gère potentiellement plusieurs clients. Et ça, ils ont enlevé l'option de pouvoir spécifier plusieurs clients. Du coup, c'est déprécié. Et genre, on est des milliers de gens sur Stack Overflow à dire en gros, what the fuck, pourquoi vous avez enlevé l'option. Du coup, on a des warnings qui pètent de partout, mais en même temps, on se dit, tant pis, on fait y aller avec. Ok. Bah, j'imagine que c'est un peu du cas par cas. Ils ont déprécié l'option sans alternative. Ouais, et ils ont même pas, genre, J'ai pas les détails de l'histoire, donc je pourrais pas plus répondre à ce point-là. Lâche l'option, et ça existe. Et maintenant, pour le fixer, non, et donc c'est pas bon. Okay. Bon, après, on peut se passer de l'option de faire fail. Hein, si on garde un nombre raisonnable des warnings, ça reste respirable. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Tu avais un peu priorisé, classé tes warning acts, tu devais les résoudre, tu avais considéré comme... Non, je les ai pris à la suite. Bon, impossible de savoir à l'avance, hein, un warning act, c'est un warning act. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, c'est bon? Merci Pierre.